Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Nicolas Lontin-Martel, qui était l'organisateur de l'Université d'été féministe l'année dernière, qui était dans le comité. Donc, très heureuse aujourd'hui de pouvoir l'entendre sur Françoise Daubonne. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire ça participatif parce que c'est plus ou moins important. Moi, j'aimerais aussi savoir comme un peu ce que vous connaissez de l'auteur et des féministes en général, parce que moi, ça m'aide à un de mes objectifs de vie. En fait, ça va prendre toute ma vie, c'est de rééditer l'œuvre de Françoise Daubonne. Donc, savoir s'il y a des gens qui la connaissent, savoir si les gens sont déjà comme un peu au courant de ce qu'est l'écoféminisme. Moi, ça me fait toujours le feedback. Donc, je pense que des questions, si vous en avez. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à le mentionner. Si quelque chose, je dis quelque chose, c'est pas clair pour vous, ou je l'explique mal, n'hésitez vraiment pas à intervenir. Donc, je vais commencer. Je vais expliquer le titre en cours de route, parce que l'apocalyptique, ça peut sembler comme assez horrible, mais il y a une très bonne raison derrière. Ça, c'est l'auteur est au centre en même temps, en train de faire le symbole du losange. C'est un symbole féministe qui a été très utilisé dans les années 70. Je vais revenir. Donc, qui est Françoise Daubonne? D'abord, est-ce qu'il y a, à part aux gens que j'en ai parlé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaissait Françoise Daubonne? Une personne? Où est-ce que tu en as entendu parler? J'ai fait des recherches sur les féministes en fait. Ok. Donc j'imagine que tu l'as juste vu dans les documents, qu'elle est là. As-tu déjà lu un livre ou un essai? Non, j'ai rien lu d'elle, mais j'ai vu des choses dans les documents. Parfait. Donc c'est ça. Je vais y revenir un peu tout à l'heure, mais elle est née en 1920, elle est morte en 2005. Elle a écrit toute sa vie, à partir dans ses archives. Elle a même écrit une petite nouvelle de 200 pages à 13 ans, qui a été publiée dans un livre, et les gens pensaient que c'était une adulte qui avait soumis un manuscrit, c'était un livre pour enfants. Ils invitaient les enfants à soumettre, elle a écrit au-dessus de 200 pages, et les adultes n'en venaient pas, donc ils ont demandé au curé du village de confirmer l'identité de Françoise Daubonne. Et finalement, c'est paru, ils ont dû couper beaucoup de passages pour qu'il y ait d'autres enfants qui puissent le mettre dans le livre. Mais dès 13 ans, elle a publié jusqu'à sa mort, et comme une centaine d'ouvrages à son nom seul. Ça, c'est sans compter des articles, des nouvelles. Elle a fait aussi beaucoup de résumés, de comptes rendus, de romans et compagnie. Elle lisait énormément, elle écrivait énormément. Il y a le chiffre elle écrivait 200 pages par jour. Ça ne m'étonnerait même pas. C'est quelqu'un de vraiment comme une personne vraiment fonceuse, et qui aura quand même, je vais en parler un peu, qui aura quand même vécu plusieurs moments, qui aura participé au mouvement féministe, pas juste en créant l'écoféminisme, mais en étant dans le sillage de Simone de Beauvoir, en participant au MLF, en participant au Fonds homosexuel d'action révolutionnaire, j'y reviens, en participant au débat féministe. Et l'écoféministe, c'est l'ouvrage dont je vais parler tout à l'heure dans la seconde partie, Les bergers de l'apocalypse, font partie de cette réflexion féministe qu'elle a avancée. C'est aussi elle qui, en 2003, a publié un petit court essai chez l'Esprit Frappeur, Le sexocide des sorcières, où est-ce qu'elle analyse avec des statistiques et comment est-ce que le sexocide des sorcières, en fait, c'était les femmes qui étaient visées, et que dans certaines régions, il y a jusqu'à 100% des morts par l'Inquisition étaient des femmes. Et c'est elle qui a comme un peu essayé de brasser la cave, à demander des excuses du pape, parce qu'il venait de s'excuser pour le génocide juif. Il y a un très bon ouvrage après qui repense tout ça, c'est Caliban et les sorcières, qui est paru en 2014, mais qui détaille plus amplement. Mais Françoise Daubonne est une de ces personnes qui a parti aussi ce débat sur le sexocide des sorcières. Donc Françoise Daubonne est une auteure. J'ai mis une petite citation parce qu'à l'époque, en 77, il n'y avait pas encore la féminisation des noms de métiers. Il y a juste avec l'outil Versiani, à peu près dans les mêmes années, qui a proposé des féminisations des noms de métiers. Donc à l'époque, se dire auteur ou se dire écrivaine, c'était pas nécessaire, allait pas nécessairement de soi, alors qu'il y avait des termes en anglais. Et donc à l'époque, c'était quand même assez un peu plus frappant comme citation. Elle est cofondatrice du phare, donc elle a été très impliquée dans les mouvements féministes, mais aussi pour la défense des droits des homosexuels. Le phare, c'est le premier groupe politique, c'est le Fonds homosexuel d'action révolutionnaire. C'est autant des lesbiennes que des gays. Françoise Daubonne était, par exemple, hétérosexuelle. Elle est blanche aussi. Mais elle a vraiment participé à avec Guy Hockenham, elle a cofondé ce Fonds homosexuel d'action révolutionnaire,
qui a vraiment comme mis les homosexuels sur le plan politique en France, qui ont commencé à avoir des revendications, qui étaient écoutées, il y a eu des manifestations. Donc ça, c'est tout après la mouvance 68, comme qui se passe de quoi. Et il y a une citation qui lui est souvent qui lui est attribuée, on n'a jamais retrouvé l'origine, mais qui dit vous dites que la société doit intégrer les homosexuels, mais moi je dis que les homosexuels doivent désintégrer la société. J'y reviendrai parce qu'elle a une vision très concrète de comment l'intégration ne fonctionne pas, comment la révolution ne fonctionne pas pour elle. Et tout ce que je dis, c'est pas nécessairement mon opinion. Je mentionne Françoise Daubonne, donc je partage énormément de ses opinions. J'adore cet auteur parce que bon, il m'intéresse à penser. Mais c'est pas nécessairement mon opinion. Juste faire une petite distinction quand je dis quelque chose. C'est pas nécessairement. Elle a été signataire du manifeste des 343, aussi connu sous le nom des 343 salopes. C'est un manifeste pour pour le droit à l'avortement, dont la plus connue des signataires est Simone de Beauvoir, mais c'est pas son idée, c'est elle qui a rédigé le texte et compagnie, mais c'était une des signataires, donc c'est un manifeste extrêmement important pour l'époque, avant la loi Veil. Et elle est à l'origine de deux néologismes, donc le mot phallocrate, elle préférait ça au chauvinisme mâle, parce que chauvinisme mâle, il n'y a pas de grand nom, c'était dans un objectif de vulgarisation. Chauvinisme mâle, ça appelait pas nécessairement à tout le monde, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc elle dit pourquoi pas proposer phallocrate, ça tout le monde connaît ce que c'est, ou à peu près. Je peux le définir rapidement. Phallocrate c'est de phallus et cratie c'est comme société, donc c'est une sorte de société du phallus, une société qui, plus c'est gros, mieux c'est, le masculin, la virilité, comme mise de l'avant. Donc c'est un peu cette idée derrière le phallocrate. Et le terme écoféministe dont je vais revenir à l'instant. Et il y a comme les féministes, il y a les écoféministes, il y a plusieurs mouvements. Les mouvements véganes, anti-oppression des animaux peuvent s'inscrire dans les mouvements écoféministes. L'oppression commune de la femme et de la terre, je vais en reparler plus en détail, mais il y a à la base aussi l'écoféministe, les mouvements anti-nucléaires, les mouvements écologiques aussi peuvent s'inscrire. Donc il y a une énorme pluralité. Françoise Daubonne, c'est surtout basé sur l'oppression commune de la femme et de la terre. Je vais détailler un petit peu ça. Des mouvements, comme vous le soulignez aussi, anti-médicamenteuses dans le sens on veut plus se servir de plantes et compagnie. Plus sorcières, les mouvements Wicca aussi peuvent s'inscrire dans les mouvements écoféministes. Donc il y a une pluralité. Il y en a des niveaux, je vais revenir, il y en a des plus essentialistes, il y en a des plus. C'est des constructions sociales, la nature et les femmes. Je vais définir. Ce que je vais faire, c'est définir jusqu'à Françoise Daubonne. Moi, je ne vais pas parler des mouvements écoféministes qui la suivent. Il y en a plein, je vous conseille énormément Vandana Shiva, qui est comme une des figures les plus importantes de l'écoféminisme. Starhawk aussi, qui est dans les années 70, un peu après Françoise Daubonne, qui pense la militance, parce qu'elle était dans les mouvements antinucléaires. Il y a aussi beaucoup d'activistes dans les écoféministes. Je vais peut-être le mentionner tout de suite. Mais Françoise Daubonne a beau être à l'origine de l'écoféminisme, c'est pas elle qui a inventé l'écoféminisme. Et on n'est même pas sûr à 100%, il y a beaucoup de débats, que ce soit même elle qui a inventé le terme d'écoféminisme. Le terme d'écoféministe apparaît en 1974 dans le féminisme à la mort. Et c'est généralement ce qui est cité comme l'origine de l'écoféminisme, mais encore une fois, il y avait plein de mouvements antinucléaires. Et je vais y revenir, Françoise Daubonne, c'est pas une pensée complètement originale qu'elle a fait. Elle tire sa pensée un peu de Simone de Beauvoir. Je vais citer un peu, il y a un article de Annelise Gandon, j'ai les références à la fin que je vais montrer, mais qui explique justement qui retrace un petit peu d'où est-ce que Françoise Daubonne tire sa pensée écoféministe. Après, il y a quelques erreurs, dont elle dit que Françoise Daubonne a inventé l'écoféminisme, a forgé le terme d'écoféminisme en 1972, dans un ouvrage Le Féministe, qui en fait une histoire du féminisme, écrite par Françoise Daubonne. C'est pas exactement vrai. En fait, bien que dans les 3 dernières pages, et c'est ma seule critique de l'article de Annelise Gandon, qui est vraiment excellent, bien que dans les 3 dernières pages, elle aborde tous les thèmes écoféministes qui seront présents dans le livre de 74, elle ne mentionne jamais le terme d'écoféministe. Donc la pensée écoféministe est déjà là dans cet ouvrage-là, mais elle n'a pas forgé le terme à ce moment-là. C'est vraiment en 74 qu'on voit sous sa plume
au terme d'économie. Donc Françoise d'Aubonne tire un peu d'abord sa pensée de deux personnes, Simone de Beauvoir et Serge Moscovici. D'Aubonne reprend l'analyse de Simone de Beauvoir dans la mesure où la première reprend l'accusation que la seconde porte contre l'essentialisation des rôles sociaux accordés aux hommes et aux femmes et la naturalisation du rapport de domination des hommes sur les femmes. Nous insistons bien sur cette remise en cause de l'essentialisme dans la mesure où est la principale critique formulée par certains féministes à l'encontre de l'écoféminisme. Donc Simone de Beauvoir, je ne vais pas résumer le deuxième siècle, mais remet beaucoup en question l'essentialisation qui est faite des femmes. On n'est pas femme, on le devient. C'est une construction sociale. Donc Françoise d'Aubonne tire sa pensée là-dessus. On oppresse une construction sociale qui est celle de la nature aussi. Et dans la mesure où il y a beaucoup de critiques qui sont... Parce que dès le début de l'écoféminisme et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques qui sont adressées à l'écoféminisme comme quoi c'est essentialiste. Parce qu'on associe la femme et la nature. Ce qui a effectivement un des termes, comme un des tropes récurrents sexistes, surtout par les romantiques, qui associent toujours la femme et la nature. C'est pas ça que Françoise d'Aubonne et les suivantes, et la majorité des écoféministes suivantes, disent pas la femme c'est la nature ou la femme équivaut à la nature. Non, ce qu'on dit, c'est la femme et la nature sont opprimées par le patriarcat. Pas nécessairement par les hommes, il y a plusieurs nuances dépendamment de l'auteur auquel vous pouvez penser. Donc c'est pas une essentialisation des femmes, c'est pas une équivalence des femmes avec la nature, et ça, Françoise d'Aubonne s'en défend énormément. Avant même que les critiques arrivent, c'est pas ça l'écoféminisme, c'est vraiment le patriarcat, la patriarcatie ou le capitalisme oppresse les femmes au même titre que l'environnement. Donc, pour voir aussi l'émancipation des femmes n'est possible que par le travail sur la nature, afin qu'elles puissent la transcender et non plus la subir comme elles le font par l'entremise de l'enfantement, exigence instinctuelle de l'espèce. Elles ne se méfient pas de ces concepts, nature, immanence et transcendance, construits socialement et donc potentiellement androcentrés. Androcentrés qui est vision des hommes, par rapport à la gynocratie, qui serait, par rapport à la gynocentrie, qui serait vision des femmes. Là, à la réflexion de Simone de Beauvoir s'ajoute la réflexion de Serge Moscovici, que pour lui la nature est aussi une construction sociale. Donc Moscovici soutient que la nature n'existe pas en elle-même, elle est une construction sociale. Il n'existe ni en dehors de la société, ni au-delà de l'action que l'être humain a sur elle. Il n'y a pas de rapport de l'homme à son milieu qui ne résulte de l'initiative humaine, non qu'il ait engendré, mais parce que l'homme s'est constitué ce qu'il est physiologiquement, psychiquement, socialement en l'engendrant. Ainsi, l'être humain n'est pas en dehors de la nature, ni même le maître ou le possesseur, il en est le produit, il est le créateur et sujet de son état de nature. Donc, comme quoi la nature aussi une construction sociale qu'il faut, on ne possède pas la nature, et Françoise d'Aubonne explique comment aussi il faut interagir avec la nature sans qu'on prétende être comme en possession, sans qu'on prétende plus avoir une véritable manie sur la nature. Ça reste une construction sociale, donc il faut songer à ça. Et la nature va dépendre aussi selon les sociétés, selon les époques. Dans son temps, il y avait le problème de surpopulation qui se posait énormément, qui se pose encore aujourd'hui, mais il y avait une certaine conception de la nature, avec des théories, par exemple, ce qu'on appelle le néo-malthusianisme, qu'il faut réduire la population. Néo-malthusianisme. Du néo-malthusianisme, je peux détailler. Est-ce que je parle trop vite? Un petit peu. Vous pouvez l'écrire peut-être, néo-malthusianisme? Oui, je peux faire ça. En fait, je me souviens plus du... C'est du penseur. Le mec, c'est Malthus. Ouais, ça Malthus, c'est c'est surtout du néo... Je ne pourrais pas parler du malthusianisme, je ne le connais pas. Mais le néo-malthusianisme, c'est une pensée comme quoi il faut commencer à réduire les naissances parce qu'il y a beaucoup de rêves naissances. Donc il faut exercer, et Françoise d'Aubonne n'est pas néo-malthusienne, dans le sens qu'il ne faut pas exercer un contrôle sur les corps des femmes. Ce que justement les néo-malthusianistes pensaient, eux, ça passait par des campagnes de stérilisation notamment, et s'il y en a encore aujourd'hui, les États-Unis ont beaucoup participé à des stérilisations en Afrique par le contrôle du corps des femmes. Pour Françoise d'Aubonne, ça passe plutôt par l'éducation au problème de surpopulation, donc ça reste quand même le choix de la femme, qu'elle choisit d'enfanter ou non. Elle parlait d'une grève des naissances, donc encore une fois, ça part de la femme. C'est sa décision, après elle peut décider d'enfanter. Elle mentionne aussi que la surpopulation n'est pas un problème africain ou un problème du pays des tiers-mondes, comme à son époque on le pensait.
elle cite l'ONU là-dessus, qui disait qu'un enfant américain consommait 25 fois plus qu'un enfant indien. À l'époque, il se basait sur américain et indien. Donc le problème concerne surtout en fait les pays développés parce que eux consomment, eux sont le problème entre guillemets de consommation des ressources par rapport aux pays du tiers-monde. J'utilise les termes de l'époque, je n'utiliserai pas nécessairement ces termes-là aujourd'hui. Donc elle s'oppose justement à cette pensée néo-malthusianiste. Donc après, elle commence à développer cette réflexion justement dans le féminisme ou la mort. En fait, je vais peut-être parler un peu de qu'est-ce que c'est l'économisme pour Françoise de Bonne. Elle a plusieurs théories là-dessus. Elle en a développé dans plusieurs livres, dont Le féminisme et la mort, dont Les femmes avant le patriarcat, qu'elle dit il y a une époque où est-ce que les femmes avaient le pouvoir dans la société. Ça a été renversé, elle s'appuie sur des théories et des observations archéologiques de l'époque. Ça a changé aujourd'hui, même si c'est encore très discutable. Il n'y a pas personne qui a essayé de prouver que les femmes, il y avait un matriarcat avant ou il y avait un patriarcat avant. Donc c'est encore discutable, mais à l'époque, il y avait des découvertes comme quoi il y aurait eu plusieurs matriarcats. Donc elle s'appuie là-dessus. Et pour Françoise de Bonne, en fait, il y avait eu un matriarcat originel. Par matriarcat, elle n'entend pas une société où le pouvoir est donné aux femmes, où les femmes contrôlent les hommes. Par matriarcat, elle entend une société égalitaire. Ça, c'est vraiment important parce que c'est pas comme ça que ça va être repris par la suite ou les termes qu'on associe généralement. Si les femmes avaient un pouvoir sur les hommes, ça, ce serait une gynocratie, donc gyno-femme. Mais là, elle parle de matriarcat dans une société égalitaire avec des valeurs du féminin. Je vais en revenir. Mais pour Françoise de Bonne, historiquement, c'est à l'instant où les mâles découvrent leur possibilité d'ensemencer la terre comme les femmes, qu'ils s'emparent du sol, donc de la fertilité. Donc c'est un moment où, pour Françoise de Bonne encore, les mâles réalisent on peut labourer le sol comme on peut labourer les femmes. Donc c'est à ce moment-là que les hommes peuvent avoir du pouvoir. Et du ventre de la femme, donc de la fécondité. Il est logique donc que la surexploitation de l'une et de l'autre aboutisse à ce double péril menaçant et parallèle, la surpopulation, excès des naissances et la destruction de l'environnement, excès des produits. Là, je vais parler un petit peu pourquoi le matriarcat pour Françoise de Bonne est égalitaire par rapport au patriarcat qui est patriarcal justement. Ça se base sur le fait que pour Françoise de Bonne, et là je vais mettre beaucoup de guillemets, elle en met aussi, les valeurs du féminin, donc pas le féminin comme construction sociale, les valeurs qu'on associe au féminin et aux femmes à l'époque, qui n'existent que sur un plan culturel et nullement métaphysique, sont supérieures en ce sens qu'elles sont une expression de vie et non plus une élaboration de la mort. Donc le patriarcat, c'est l'exploitation, c'est la destruction, c'est la violence, c'est les valeurs associées au masculin. Les valeurs du féminin sont du care, sont justement de la vie, sont du soin, encore une fois, c'est des constructions sociales et les très au courant et le soulignent, c'est la valeur dite féminine qui sont supérieures. Donc, après, ce ne sont pas les femmes, ce sont les valeurs. Ça, c'est vraiment important que je le souligne parce que tout le monde qui critique Françoise de Bonne n'ont pas lu son texte et souligne ces mots-là. Donc, c'est pour ça que je souligne, désolé de vous charger avec ça. Donc, sans pour autant conduire à une gynocratie, donc sans pour le pouvoir des femmes, qui ne correspond pas à l'idée de qui serait en vérité un pouvoir aux femmes et non pas un non-pouvoir, que propose tel que dérisé par l'auteur. C'est dans ce sens qu'elle distingue le matriarcat où les valeurs dites féminines triomphent de la gynocratie, où les femmes et non les valeurs seraient au pouvoir. C'est aussi ce qui justifie le titre de son essai, Le féminisme ou la mort, puisque la mutation vers l'un, puisque sans la mutation vers l'un, on tombe forcément vers l'autre. Bref, sans féminisme, la planète s'en va vers une destruction parce qu'on va continuer à exploiter la Terre, parce qu'on va exploiter. Oui. Du coup, elle met un signe égal entre féminisme et pousser les valeurs, enfin, juste, je veux dire, pousser les valeurs du féminin. Bonne question. Oui, dans ce sens que pousser les valeurs du féminin serait une part du féminisme, pas tout le féminisme, parce qu'il y a d'autres enjeux au féminisme. Mais oui, effectivement, je l'avais pas vu comme ça, mais oui, il y a un peu de ça. Ok. Donc, après, bon. Excusez-moi. Oui, pas de Donc, sans féminisme, la nature serait en danger à peu près, parce qu'on labourerait et exploiterait la terre sans discernement, la nature sans discernement. C'est ça, parce qu'on a des valeurs
on surexploite, la Terre serait infinie, on peut explorer l'espace, et je vais revenir avec des parallèles, comment ça se traduit dans un roman. Mais on peut faire ce qu'on veut parce que c'est illimité, parce que de toute façon on est les maîtres et c'est nous qui contrôlons tout. Après, je vais juste peut-être passer quelques petits trucs parce que je vais le tenter. Désolé, je regarde souvent mon téléphone, j'ai juste aucune mesure du temps. Mais après, justement, quelle filiation, quel héritage, heritage, j'aime bien ces mots, c'est pas moi qui les ai nécessairement inventés là. Mais c'est des mots que j'aime bien utiliser. Quel héritage elle a eu? Parce que Françoise de Bonne, elle a écrit le féminisme ou la mort en 74, elle a écrit le féminisme en 72, elle a écrit comme une suite au féminisme ou la mort qui est un peu moins intéressant, qui est très bonne quand même, mais qui est comme plus un ramassis de documents, une réponse à des critiques en 76 ou 77. Et après ça, plus grand chose, sinon un peu ça et là, j'en parlais dans le roman, mais sinon elle comme, disparaît complètement de la face de la planète. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a l'écoféminisme qui commence à grandir énormément, mais personne ne cite Françoise d'Aumône et personne sans la connaître, sinon on l'a mentionné, elle est à l'origine du terme écoféminisme dans le féminisme de la mort, et une fois sur trois, ils se trompent de date, donc c'est comme. Ils l'ont pas lu. Donc quel héritage elle a eu? Il y a une personne qui a un petit peu, c'est pas la seule, qui a un petit peu regardé justement quelle influence avait eu Françoise d'Aumône, c'est Niall Moore, dans son ouvrage The Changing Nature of Ecofeminism, qui réalise que Françoise d'Aumône, on peut penser justement parce que c'est une Française, et en anglais, on pourrait présumer qu'il ne parle pas français. En fait, il y a une influence. Mary Daly, qui a écrit Gynecology, c'est un ouvrage assez fondamental, assez fondamental pour la pensée matérialiste et un peu écoféministe qui mélange certaines choses. Et elle a entre autres à l'origine de plusieurs néologismes, dont justement gynécologie, il y a un gyn ecology, donc ça fait gynecology. Qui est quand même une maîtresse à penser pour plusieurs femmes après, et elle aurait enseigné. Oui? Excuse-moi, tu parles de Niall Moore encore ou l'autre? Mary Daly. Mary Daly, donc l'année suivante, elle fait lire à sa classe le féminisme de la mort. Donc on pouvait présumer, Niall Moore explique, en fait les Américaines parlaient français, ou avaient, disons, accès à ce matériel, puisque Carol Adams, dont la traduction qui a écrit The Sexual Politics of Me, qui vient d'être traduit en français pour la première fois, je pense, cette année, il y a quelques mois, il y a eu un gros truc, puisque Carol Adams, qui est une autre personne extrêmement importante dans le mouvement féministe, a lu le féminisme à la mort. Donc c'est pas la seule, et Mary Daly avait plusieurs étudiants qui sont devenus des féministes plus ou moins influents, le plus connu est Carol Adams. Donc les Américaines ont lu. Après, elles ont choisi pas nécessairement de réagir directement, ou plus de s'inspirer, ou suivre Starbuck, ou suivre Mary Daly, ou suivre d'autres penseurs, mais ont plutôt forgé leur propre mouvement avec un S de leur côté, puisque la traduction en anglais n'a eu lieu que 15 ans plus tard environ, et que partiellement. Le féminisme sous la mort, il y a plusieurs sections, dont la dernière section qui est le temps de l'écoféministe, c'est cette section-là qui a été traduite en anglais beaucoup plus tard. Donc il existait peut-être des traductions qui circulaient illégalement, ou pas illégalement, mais comme manuellement, mais personne n'a noté. Donc il y a eu une petite influence mineure, mais c'est pour ça qu'elle a un peu tombé dans l'oubli, parce qu'elle était française et les mouvements écoféministes en France n'ont pas vraiment jamais beaucoup décollé, à part dans l'antinucléaire, à part dans plusieurs choses, mais personne n'a vraiment accroché avec Françoise d'Aumône. C'est pour ça qu'elle est aujourd'hui citée un peu comme la fondatrice de l'écoféminisme, mais c'est vague, mais il y a des erreurs, et après tout le monde se copie, donc copie les erreurs. Donc c'est un peu pour ça qu'elle est comme oubliée au niveau de l'écoféminisme, parce qu'elle c'est un concours de savoir parce qu'elle est française, parce que beaucoup aussi de mouvements activistes se disent c'est pas elle qui a inventé l'écoféminisme, là, ça vient des mouvements activistes. Oui, ça vient aussi beaucoup des mouvements activistes, c'est pas juste un truc universitaire, mais c'est parce qu'il y avait eu aussi une pensée féministe qui était déjà un peu présente aux États-Unis et qui s'articulait déjà de d'autres manières, plus dans le militantisme, plus dans l'activisme. Donc c'est un peu pour ça qu'elle est oubliée. Donc ça c'est une introduction à sa pensée écoféministe. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je passe. Le prochain. Oui. Du coup, l'écoféminisme, c'est pas
enfin, c'est une manière du coup de voir l'oppression sur les femmes et sur la nature comme étant, comme résultant de des mêmes caractéristiques patriarcales, un truc comme ça. Oui, ouais, en fait, je vais peut-être faire une petite précision là-dessus. Je l'avais noté. Ouais, donc c'est ça, l'exploitation de la terre des femmes est égale, mais pour Françoise Daubonne, et ça c'est peut-être important parce qu'après il y a comme plusieurs personnes, plusieurs économistes qui se revendiquent de l'intersectionnalité avant la lettre, l'intersectionnalité, un terme forgé par Kimberly Crenshaw en 89 et popularisé par Patricia Hill Collin en 90. Beaucoup ont dit que c'est une intersectionnalité des luttes. Pour Françoise Daubonne, ça n'était pas encore le cas, ou ça n'était pas le cas pour elle. C'est en réglant la question de l'oppression des femmes que tu vas régler la question de l'oppression des femmes. En donnant le pouvoir aux femmes, en donnant le pouvoir aux valeurs dites féminines, c'est là que tu vas pouvoir régler les problèmes d'opposition. Donc il n'y a pas une égalisation, c'est pas... En réglant en s'attaquant à l'oppression des femmes, c'est ça. on règle les problèmes, c'est ça. On règle les problèmes parce que c'est ça? Ouais, parce que c'est des dynamiques, parce que c'est les valeurs dites féminines qui vont dominer. Donc c'est un changement social qui va régler les changements des sols et compagnie. Donc c'est vraiment, vraiment loin d'être intersectionnel. C'est un peu comme aujourd'hui, les personnes, après c'est une pensée qui se justifie, mais un féministe qui dit c'est en réglant le problème du sexisme qu'on va régler les problèmes racistes. C'est la même chose. Donc c'est plus nécessairement le cas aujourd'hui avec les communistes qui, l'oppression de la femme et de la nature peut avoir des causes comme justement similaires, mais oppressent d'une différente manière, et c'est pas en réglant l'un qu'on va régler l'autre. Pour Françoise Daubonne, c'était vraiment en réglant l'un qu'on va régler l'autre. Il y a une question. Oui, c'est pas toi. Est-ce que cet auteur analyse un peu le patriarcat, ou en tout cas, est-ce qu'il fait un rapport entre le patriarcat et le capitalisme? Je crois que tu as parlé un peu là-dessus. Oui, je peux expliquer un peu plus. En fait, oui, parce que pour elle, j'ai pas réussi à trouver comme la grosse distinction parce qu'il utilise en fait le capitalisme, le patriarcat un peu indifférenciamment. Pour elle, c'est avec l'arrivée du patriarcat, donc quand les hommes ont su qu'ils pouvaient labourer la terre comme labourer les femmes, j'utilise encore le même zone qu'elle utilise, c'est à ce moment-là elle a écrit tout un ouvrage, ça s'appelle Les femmes avant le patriarcat. Je ne l'ai malheureusement pas apporté, où est-ce qu'elle analyse comment est-ce que le patriarcat est né justement de ces temps de réalisation et qu'elle suit un peu l'évolution jusqu'à aujourd'hui et comment ce patriarcat a pu mener au capitalisme. Maintenant, je suis pas assez doué pour pouvoir faire cette distinction pour le moment. On y réfléchir un peu plus. Donc c'est ça. Donc c'est bien beau des essais, mais ça n'a pas été réédité, sauf en Allemagne, parce qu'il y a une réédition qui est assez étrange. C'est en fait le féminisme sur la mort a été traduit par deux ouvrages, littéralement le féminisme sous la mort, je pense la première édition. La deuxième édition, c'est le féminisme sous la peur. Donc on me demande très honnêtement qu'est-ce que ça a eu comme traduction, parce qu'il y a eu plusieurs après critiques allemandes qui ont dit que c'était une nouvelle forme de fascisme écoféministe. Donc est-ce que c'est la première traduction parce que c'est le féminisme ou la peur? Ce qui est vraiment pas du tout il n'y a pas le mot peur dans le féminisme sur la mort, il n'y a pas rien de on veut effrayer quelqu'un, c'est vraiment le féminisme ou sinon c'est la mort de l'humanité. Donc c'est peut-être un problème de traduction. Donc elle a commencé à écrire plusieurs romans, dont certains inédits qui sont peut-être jamais disponibles, donc on espère qu'ils vont être édités un jour. Ça c'est le deuxième tome d'un cycle qui s'appelle le cycle des vergers de l'Apocalypse, pas d'un véritable nom. Le premier tome, c'est un roman de science-fiction, c'est tous des romans de science-fiction. Le premier tome, c'est le satellite de la monde. C'est des ouranotes, au lieu des cosmonautes, il utilise le terme de oura, qui est le vent. Je vais en reparler un petit peu. Mais des ouranotes qui vont sur une autre planète. Ces ouranotes sont dans une société où est-ce qu'il n'y a plus de mal suite à une grande guerre. On n'a pas vraiment les détails, mais on a juste l'histoire de femmes ouranotes qui vont sur leur planète et découvrent comme une espèce de symbolique d'un énorme phallus et sont comme un peu menacées par ça. Donc il y a des équipes, des ouranotes qui meurent là-bas, qui sont un petit peu... Donc c'est un peu bizarre comme roman, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça s'en va. Moi je ne le recommande pas comme première lecture du cycle, en fait je recommande vraiment celui-là, sur lequel j'ai fait mon mémoire, qui explique la grande guerre des sexes, entre guillemets,
qui explique comment les femmes en sont venues à exterminer les hommes. Donc, et c'est là qu'il élabore vraiment concrètement comment est-ce que le communisme peut avoir lieu, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, donc je vais le résumer brièvement. C'est l'histoire d'Ariane qui, dans cette société du losange, la société s'est nommée le losange, encore une fois, c'est le symbole des manifs qu'ils utilisaient souvent à l'époque, qui, beaucoup d'années après avoir exterminé tous les hommes, Ariane se demande qu'est-ce qu'ils ont fait des enfants mâles, est-ce qu'ils les ont tués, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Elle est un peu fâchée parce qu'il y a un conseil central, le conseil du losange, qui décide un peu de tout ce qui se passe sur la planète, alors que c'est supposé de s'organiser un peu en démocratie directe, un peu par communauté. Donc elle est un peu frustrée que le conseil décide on n'a plus le droit d'aller sur la planète parce qu'il y a comme le gros phallus entre guillemets. Donc elle décide parce qu'elle est contestataire un peu comme Françoise Daubonne, de savoir qu'est-ce qui s'est écrit, et d'écrire l'histoire réelle en marge de l'histoire officielle entre guillemets. Donc elle commence ses recherches et une partie de roman, c'est découvrir l'histoire petit à petit à travers des documents qu'elle retrouve. Donc il y a autant des chansons qu'elle refait que des extraits de journaux, donc c'est vraiment un roman très hybride dont on a lu parce qu'il y a la partie narration évidemment, mais il y a aussi la partie tous les documents historiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vrais documents historiques comme il y a des faux documents historiques. Une partie de mon mémoire, c'est de déceler justement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et des fois, c'est assez surprenant parce qu'elles se côtoient. Il y a une très belle lettre qui avait été publiée originalement dans la revue Sorcière, dirigée par, j'oublie son nom en ce moment, mais qui a lutté pour le droit à l'avortement. Je vais peut-être m'en souvenir, mais la revue Sorcière. Donc, elle est une très belle lettre d'une femme dont son mari était violent et compagnie, qui écrivait à sa mère, qui avait subi exactement les mêmes problèmes, et comment elle dealait avec ses problèmes, et comment sa mère, comment est-ce que chaque personne devait... Donc cette lettre était réelle, mais était mise à côté de d'autres lettres fictives qui sont comme tout aussi comme touchantes. Donc il y a comme... C'est vraiment bon, je recommande fortement. Mais c'est ça, c'est hybride dans sa forme, hybride dans son texte. Donc tu as les bouts narratifs, tu as les bouts extraits de journaux, tu as des bouts qui sont... Donc ça tient quand même un peu de l'essai. Sans blague, parce que justement il y a cette partie, on présente des documents, il y a même des fausses appendices à la fin avec des fausses livres et compagnie, toutes citées et compagnie. Donc tu as toute cette réflexion et c'est là qu'elle met aussi l'avant la pensée féministe. Donc elle se dit les femmes ont tué tous les hommes, mais encore on va créer une nouvelle société qui justement avec des valeurs dites féminines, des valeurs d'anima par rapport à l'animus qui est comme un vieux terme de psychothérapeute, que anima c'est comme la partie féminine, la partie plus douce, animus c'est comme la partie violente et compagnie. Donc la société d'anima, la société du losange, essaie de se reconstruire avec justement des énergies entre guillemets douces, éoliennes, le marée motrice, par rapport aux centrales nucléaires qui étaient en train de décimer toute l'humanité à l'époque. Parce qu'elle part d'un moment où est-ce que il n'y a plus d'emploi pour tout le monde, tout le bétail est seulement réservé aux super riches. Tout le monde le monde est en train de s'entretuer pour avoir des emplois, littéralement. Donc elle parle de ce scénario apocalyptique parce qu'il y a des femmes qui commencent à dire là on en a marre, là, c'est même plus juste nous qui sommes opprimés, c'est la planète entière qui sont en train de mourir. Donc, mais comme Françoise le dit très bien, elle dit c'est une mathématicienne qui pose la question, on a un problème insoluble, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème insoluble? On coupe la moitié du problème. La moitié du problème c'est les hommes. Donc c'est ce qui se fait. Donc je vais sauter ça parce qu'on fait le temps. Mais il y a toute une histoire aussi entre le féminisme et la science-fiction. Il y a beaucoup de préjugés comme quoi la science-fiction est un truc exclusivement masculin, adressé à un public masculin. Mais c'est pas faux entre guillemets, mais il y a eu une énorme production féministe de science-fiction. Et des essais s'y sont faits aussi. Dont Starbuck, on peut penser, en même temps c'est des villes de nom, il faudrait que je dise, mais plusieurs écrivaines de female men qui ont été créées, qui ont pensé des sociétés justement plus utopistes, plus féministes à la place des sociétés mâles, qui ont pensé cette question. Donc c'est pas la première à écrire justement un roman où est-ce que les femmes prennent le pouvoir. Il y a d'autres sociétés, il y a d'autres pensées qui se sont faites. Ursula Le Guin aussi, qui a énormément écrit, qui est la plus connue. Marion Zimmer Bradley dans son Darker Series, il y a un livre uniquement sur une société Amazon sur la planète et comment elle survivait, de Female Man. Je peux en nommer plusieurs classiques. Donc c'est pas la seule et ça s'inscrit un peu, et c'est toujours
Et comme le fait remarquer, il y a toujours cette pensée écoféministe aussi. Il y a toujours cette idée, on pense une utopie pour les femmes, mais cette utopie pour les femmes doit toujours comprendre aussi des problèmes environnementaux. Pour Marion Zimmer Bradley, il y a tout pour les Amazones sur la planète, il y a toute une pensée en rapport avec la nature. Pour le Female Man, il y a toute une société où la nature est quand même assez présente et il n'y a pas d'énormes immeubles qui détruisent tout et compagnie. Il y a toujours ces thèmes écoféministes un peu partout. En fait, parce que l'écoféminisme dans le roman se présente assez, ça a l'air presque un roman à la tête. Je vais redire un peu les mêmes choses que sur l'écoféminisme que j'ai dit, mais ça se présente sous la forme, il faut parce que Françoise Daubonne interroge comme quoi l'agriculture à la charrue qui a remplacé l'agriculture à la houe, c'est une manière de cultiver la terre parce que tu as une charrue qui ne fait pas attention, parce qu'à la houe, tu as vraiment un travail avec la terre, tu as un travail plus proche et compagnie, donc il faut revenir à la houe. Tu as la discussion des centrales, et c'est très obvious, tu as des citations. Je vais juste montrer une citation parce que j'aimerais montrer d'autres choses dans le roman qui sont aussi très intéressantes. C'est une discussion entre trois protagonistes du roman durant la guerre. C'est plus Ariane, c'est Marie-Ève, Carlotta et Judith qui sont des guerrières contre les hommes, qui disent « C'est en cela que notre propre oppression qui a commencé avec la mainmise des fécondateurs sur l'agriculture, seule richesse du monde antique, a non seulement cimenté toutes les autres et posé le premier jalon de la soumission-extermination, mais a révélé dès le début le rêve propre à l'homme, seul de toutes les espèces animales les plus agressives à le former, être non seulement le plus puissant, le plus fort, mais être le seul. Et être le seul, mais vraiment l'accent sur la réflexion de Simone de Beauvoir, sur le phénomène de l'altérité, l'homme se voit comme un, et voilà comme objet, que ce soit les femmes, que ce soit la nature. Donc c'est vraiment des phrases comme choc, il y en a des beaucoup plus trash que ça, qui sont un petit peu mises partout dans le roman, et qui a toute une réflexion sur comment la société doit s'organiser. Et à la fin du roman, justement, le conseil du losange, qui est formé de 12 rectrices, non c'est pas rectrice le terme, mais femmes sages, entre guillemets, ce problème-là est aussi comme problématique parce qu'on n'est pas encore en mode communautaire, parce qu'il y a encore des leaders. Et c'est ça que, à la fin du roman, Ariane, la protagoniste, commence à dire, on a encore un problème social, on a exterminé tous les hommes, mais on n'a pas réussi à affronter nos propres problèmes sociaux. On a juste supprimé une partie du problème, on n'a pas repensé complètement nos modes de fonctionnement. Je vais vous faire écouter juste un petit peu ce que Françoise Daubonne dit, justement sur sa fin du roman. Il n'y a pas vraiment de punch, il y a un autre punch, mais je ne vais pas vous le dire. Mais qu'elles s'aperçoivent que par la méthode de reproduction, d'ailleurs parfaitement scientifique, qu'est le clonage ou l'ectogénèse par laquelle ils se reproduisent, eh bien, les types humains sont en train de se raréfier, l'éventail se referme, et ça les trouble beaucoup, parce qu'en tant que filles d'anima, elles sont pour la plus grande diversité, la plus grande liberté, c'est l'explosion, c'est le loisir, c'est la joie, c'est la jouissance. Si les gens commencent à tous se ressembler, ça devient une fourmilière, les joies ou les femmes. Alors c'est ça qui fait travailler la tête de mon héroïne, qui se dit qu'on va peut-être retrouver les hommes. C'est une entrevue avec Bernard Pio, qui a du mal à comprendre qu'une femme écrive ça. Il est toujours très très surpris de chaque chose. Il faut voir ses réactions qui sont. Et bon, c'est vraiment que. J'aime bien Bernard Pio. Donc il y a d'autres choses intéressantes dans ce roman-là que j'aimerais juste souligner dans les 10 dernières minutes. Après, on pourra passer aux questions. Tourne le son pour que les désolé. Merci. Et par apocalyptique, j'entends pas ce qu'on peut penser aujourd'hui de ce qu'est un apocalypse, qui est la fin du monde. L'apocalypse en science-fiction, dans les récits, c'est jamais la fin du monde, parce qu'il n'y a rien à raconter. L'apocalypse, c'est la fin d'un monde. C'est vraiment pour faire place à un renouveau. Et ça se tire directement de la Bible. La Bible, l'apocalypse, c'est... je résume très très grossièrement, mais c'est tous les méchants meurent pour que les gentils puissent comme aller au paradis et compagnie. C'est vraiment ça là. L'apocalypse, c'est une bonne chose en fait, parce que c'est les méchants qui meurent, c'est les gentils qui survivent. Donc il y a des affrontements, et il y a comme plusieurs épisodes narratifs qui vont avec. Il y a genre des auteurs qui se sont amusés. Dans l'apocalypse, il y a genre 5 grands mouvements. C'est déjà la découverte du cataclysme,
tu découvres qu'il arrive quelque chose, que ce soit une météorite, que ce soit un problème écologique, que ce soit, ça se manifeste sous toutes les formes. Dans les années 70, c'était la bombe atomique, il y a des explosions atomiques partout, il y a juste beaucoup de l'humanité, on découvre ça. Ensuite, il y a la journée à travers le wasteland, il n'y a pas vraiment de traduction pour wasteland, c'est la journée à travers justement ces cataclysmes, où est-ce que les protagonistes essaient de concilier, essaient de survivre déjà souvent, donc dans les récits apocalyptiques souvent il y a un récit de survie. Après, tu as l'établissement d'une nouvelle communauté. Donc, tu essaies de créer une nouvelle communauté après que l'ancienne se soit éteinte parce qu'il n'y a plus d'électricité, parce que justement il y a un désastre écologique. Dans le roman du Bernard Apocalypse, ça se prononce sur, déjà on constate qu'il y a un problème écologique. La journée à travers le wasteland, c'est on commence à faire réaliser aux autres qu'il y a un problème et on veut fonder une société qui est ils ont fondé 3 îles, je me souviens plus des noms comme ça. Ils ont fondé 3 îles, mais il y a un nouveau problème. Il y a la réémergence du wilderness, qui par exemple le sauvage, la réémergence comme un problème. Le problème, c'est que les hommes au pouvoir voient les 3 îles, voient que les femmes sont en train de s'autogérer, ils décident de tuer les 3 îles en leur bombardant des bombes atomiques. Donc, tu as une réémergence justement du wilderness qui vient. Puis, tu as une bataille finale décisive qui va déterminer les valeurs qui vont triompher dans la prochaine société. Donc les femmes s'en vont littéralement se battre contre les hommes à travers des guerres de tranchées, à travers des guerres vraiment terribles qui sont décrites dans le roman, pour triompher sur le mal, et littéralement le mal, et réussir à établir finalement une communauté basée sur de nouvelles valeurs. Après, elles réalisent aussi que leurs nouvelles valeurs ne sont pas nécessairement les valeurs à laquelle elles s'attendaient, donc il y aura une réémergence encore une fois du wilderness qui vont devoir confronter, et la fin du 2e tome nous laisse là-dessus. Qu'est-ce qui se passe parce qu'on a découvert qu'il y a cette réémergence, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va concilier notre nouvelle société. Ça c'est laissé un peu à la lectrice de deviner. Donc ça c'est les épisodes. Dans les récits apocalyptiques, il y a aussi énormément de discussions sur la religion, pas seulement parce que c'est vraiment très inspiré d'épisodes bibliques, mais il y a toujours un rappel que bien qu'on veut se débarrasser des figures et institutions du christianisme en tuant entre autres le pape, les femmes tuent le pape, les symboles et référents religieux, ils ne sont pas nécessairement évacués du corps du texte, comme en témoigne par exemple ce passage, je vais juste vous citer. À un moment, il y a après le bombardement des îles, il y a des guerrières qui s'en viennent par avion. L'arrivée des guerrières d'Asiadé sur leur hydravion fut accueillie comme celle d'anges du Seigneur descendant avec leur glaive de feu pour exterminer les injustes. Telle fut la phrase sanglotée par Hélène Virginia, athée notoire comme toute milliardaire progressiste, à genoux, baisant les cuisses et les pieds de ces noirs qui, avec quelques diplômes universitaires, auraient pu devenir femme de chambre dans sa seconde résidence de Washington. Donc tu as vraiment un renversement justement et il y a d'autres citations qui réimaginent complètement l'histoire biblique, comme quoi la diablesse avait raison de créer, la diablesse aurait créé le ciel et la terre, et avait raison de le faire, avait raison de se rebeller. Donc il y a tout un jeu avec la religion, tout repenser aussi certaines histoires fondatrices à travers ça. Donc tu as ce renversement. Tu as aussi un réaménagement toponymique, donc les noms de lieux, de villes, capitales et compagnie, généralement sont toujours repensés par le roman le plus célèbre à ce niveau-là, c'est New York, je pense par Bull, qui en fait c'est New York, mais qui est comme rebaptisé New York à travers. Donc là j'ai quelques exemples seulement qui fitaient sur la diapo de nouvelles cités qui sont rebaptisées, repensées en fonction de valeurs dites féminines, en fonction de aussi par exemple le système Penthesilée, c'est en l'honneur de l'Amazone Penthesilée. Parc Judith, c'est en l'honneur d'une des guerrières, il y a beaucoup de guerrières dedans. Il y a des villes, Pasionara Ciudad, qui signifierait la ville de la passion, ou encore un espagnol curieux pour désigner la cité des femmes engagées dans une cause sociale. Donc c'est entre du basque et de l'espagnol. Il y a peut-être une erreur, mais c'est ça en particulier. C'est repensé aussi pour certains anciens noms de lieux, comme c'est la forêt de Papon qui est rebaptisée Brocéliande.
donc tout l'univers magique et compagnie de la forêt de Brocéliande, de Merlin et compagnie. Donc c'est rebaptisé au lieu de l'appeler la forêt de Pimpon comme c'est devenu par la suite, Freedom City, des choses comme ça. Nouvelle-Isis, donc vu que c'est une ville égyptienne, le Caire est rebaptisé en l'honneur d'une déesse. Donc tu as toujours un changement copiné qui change complètement la géographie en plus des frontières. Avec ça, tu as aussi un changement dans le vocabulaire. Là j'ai mis la lettre de Lucy Ford, ça c'est une fiction, mais qui repense beaucoup. Et là, bon, elle est dans le roman, c'est pas une personne très éduquée, donc elle fait plusieurs fautes, mais ces fautes sont comme un peu singulières. J'ai parlé des ouranotes qu'ils ont pensé, on parle plus de professeurs, on parle de rectrices. Il y a beaucoup de changements dans les noms, on parle des guerrières qui repensent aussi la manière de voir. Donc ce qui est intéressant, c'est par exemple, ici dans la liste de Lucifer, c'est les guerrières, c'est pas... Il y a un aspect de ludisme avec le gay qui fait appel à ce ludisme. Il y a beaucoup plus de terminaisons en eux aussi, comme si on féminisait littéralement le langage. J'ai noté tiers, j'ai noté appel, je n'ai pas pu tous les souligner. Il y a aussi des féminisations de noms qui n'ont jamais été féminisés, comme fantassine. Fantassine n'existe pas dans la langue française, c'est bon, un fantassin même quand il s'agit de femmes, parce que fantassin c'est un vieux groupe militaire, mais il n'y a pas de fantassine. Mais elle se dit fantassine auquel il y a toute guerrière non plus n'existe pas, mais ça c'est aussi Monique Wittig qui l'a écrit dans son roman Les Guerrières, la première, donc ça s'inspire beaucoup de ça. Donc il y a toute une féminisation du langage et repenser le langage, ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé un gynolecte, donc un langage du féminin entre guillemets. Et Xénoé encyclopédie, ça veut dire encyclopédie de l'étrange. Donc nous on n'a pas les référents nécessairement pour comprendre ces termes-là. Par exemple, Uranote, si je vous dis Uranote, les femmes, c'était des 12 Uranotes, nous, en lisant le livre, on ne comprend pas, mais si on cherche à l'intérieur du livre à se comprendre, donc c'est Xénon encyclopédie, dans le sens que c'est une langue étrangère, c'est une langue propre au roman. Donc il y a beaucoup de ça dans le roman. Et vite, parce que je vois mon temps filer, je vais vous laisser quelques questions. Donc rapidement, pourquoi Françoise Domaine est-elle tombée dans l'oubli? Parce qu'elle a écrit une centaine d'ouvrages, autant des essais que des biographies de femmes, Germinal Sal, Eugene, Antoinette Lix et compagnie, des romans pour enfants. Elle n'a juste pas écrit de pièces de théâtre, mais elle a écrit des pièces de théâtre pour la radio. Je vais peut-être vous faire un lien. J'ai les autres recensés sur mon site internet. J'ai aussi tout ça c'est comme assez important. N'importe quand vous voulez regarder sur Françoise Domaine, il y a tous les ouvrages qu'elle a écrits, toutes les entrevues, tous les manuscrits. Donc juste quelques articles de journaux. Tu vas écrire ton... Ouais, il est en haut, je pourrais laisser ici. Mais si ça vous intéresse, j'espère que si vous voulez jeter un coup d'œil, il y en a plusieurs à l'Université de Montréal aussi de ces livres. Elle a écrit tout ça et elle a justement créé les communistes, elle a créé une pensée et compagnie. Mais pourquoi est-ce qu'elle est tombée dans l'oubli? Plusieurs théories. J'ai surtout avancé les miennes parce que les autres après ont été comme un peu critiquées, mais je vais aussi les reprendre. Mais la principale raison, c'est qu'elle n'est pas enseignable. Elle n'est pas enseignable parce qu'elle ne sait pas contourner en... Bon, il y a le fait que c'est une femme, donc on enseigne moins dès le départ. Je pense que les absences, je vais vous en parler amplement. Je ne sais pas si elles sont là en ce moment. Okay. En tout cas, elle vous en reparler, j'imagine, beaucoup pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas enseignées. Mais elle a écrit dans tellement de genres qu'on ne peut pas l'associer à l'essai, on ne peut pas l'associer au roman, on ne peut pas l'associer à la science-fiction. Donc c'est très dur de l'enseigner dans un cours, par exemple sur l'essai, dans un cours sur la science-fiction, parce qu'elle a tout fait. Et après, justement, sa pensée est complexe, sa pensée transcende plusieurs genres. Donc les communistes, justement, pas juste le féminisme sur la mort pour comprendre sa pensée communiste, parce que dans les bergers de l'Apocalypse, elle critique cette pensée. Elle va plus loin, elle fait comment on peut l'appliquer et quelles sont les dérives de l'écoféminisme, ou quelles sont les dérives possibles de l'écoféminisme, quels sont les problèmes que peuvent se poser dans un matriarcat ou une gynocratie. Donc elle se pose aussi des questions qui vont au-delà du simple genre. Donc ça c'est moi une de mes théories. Après il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé Françoise Domaine, qui n'aiment pas la personne de Françoise Domaine, parce qu'elle était très militante, très engagée, très combattante. Et ça évidemment c'est pas très winner, dont la biographe de Simone de Beauvoir qui tend à minimiser. Françoise Domaine se disait amie de Simone de Beauvoir. Une des biographes de Simone de Beauvoir dit non, elle n'était pas amie, c'était juste une connaissance, ils se sont rencontrés 2 ou 3 fois. Donc
il y a beaucoup de minimisation à droite et à gauche de l'importance qu'a eu Françoise Daubonne, parce qu'elle était très engagée, parce qu'elle a parlé de contre-violence, qui est un peu une justification d'un terrorisme, je résume brièvement, mais une justification d'un terrorisme contre des gouvernements totalitaires, ce qu'elle appelait la contre-violence. Donc s'il y a une violence telle qu'on doit réagir, le entre guillemets terrorisme pas contre les gens est justifié. Donc ça l'a clairement pas aidé non plus pour avoir une certaine tribune publique. Après, justement, c'est sa personnalité, elle a encore beaucoup d'amis, mais à une époque, comme j'ai entendu dans le podcast, comme à certaines personnes que j'ai parlé, il était de bon ton de mépriser Françoise Daubonne. Ça, c'est peut-être un peu ce qui a contribué à ça, son effacement, parce que je n'ai pas encore rencontré, en tout cas au Québec, de gens en bas de 50 ans qui la connaissent. Les gens, justement, de 40 ans et plus, c'est parce qu'ils l'ont vu, elle était arrivée au Québec, l'ont vu parce qu'ils ont vu sa présentation, ils l'ont carrément invitée. Mais elle est complètement tombée dans l'oubli autant en France qu'au Québec, plus personne ne l'étudie. On est genre 4 ou 5 maintenant dans le monde à l'étudier. Et justement, si vous regardez sa bibliographie critique, il y a quelques articles, souvent c'est pas complet, et je vais finir là-dessus. Justement, c'est plusieurs articles, mais plusieurs comptes rendus, mais au final, c'est très peu, contrairement à d'autres auteurs, même moins connus, René Guillen, Violette Leduc, n'importe qui, ont des biographies sur des pages et des pages et des pages, mais ça, c'est tous les articles qui sont écrits sur Françoise Daubonne. C'est vraiment, vraiment pas énorme. Donc, justement, ça commence à dater, à part justement ce nouveau petit regain d'intérêt en ce moment, avec notamment la thèse et la maîtrise de Caroline Goldblum, qui s'attarde à faire une biographie de Françoise Daubonne. Il y a moi en ce moment qui est en train de travailler dessus, et Isabelle Cambourakis qui a écrit une thèse, je pense, sur justement l'origine du mouvement écoféministe. Et il y a, j'oublie son nom, mais un dernier qui s'intéresse aussi, qui a contredit un auteur qui a accusé Françoise Daubonne de plusieurs choses, qui a dit non, l'écoféminisme c'est pas ça, c'est plutôt ça. Donc qui travaille en dessous et un peu. C'est à peu près tout, justement, les personnes au mondial qui s'intéressent à Françoise Daubonne. Donc nous, on est un peu les personnes qui gardent Françoise Daubonne encore en survie. Et je vais finir en disant que mon projet de vie, c'est un peu justement de la rééditer pour essayer de la refaire connaître. Et ce n'était qu'une présentation parmi d'autres pour introduire à sa pensée. Est-ce que vous avez des questions? C'est bizarre, hein, parce que vous dites, parler d'elle, j'en avais jamais entendu parler. C'est comme si elle était à l'ombre de Simone de Beauvoir, et etc. Elle était à la suite de Simone. Il y avait un article que j'ai revu. On la met souvent en cigale de Simone de Beauvoir, donc à la suite, parce qu'elle a écrit après Simone de Beauvoir. Elle a écrit, donc, c'est quand même une personne importante. Après, elle a comme justement été de tous les combats. Et après, c'est souvent l'homme qui ont pris le crédit. Par exemple, le Front National sur le elle a cofondé avec Guy Auquenard. Quand on dit phare aujourd'hui, en France ou au Québec, que les gens connaissent, on va dire Guy Auquenard, vont jamais penser à Françoise Daubonne. On va penser à l'homme par la femme. Là. Ça, c'est évident. Donc, elle est oubliée comme, à cause de ça quand elle cofonde, quand elle fond le mot. Après, il y a des petites citations des fois qui apparaissent d'elle sur Internet. Mais c'est justement parce qu'il y a d'autres gens qui prennent pour l'écoféminisme, personne, le monde la cite sans la lire, donc évidemment ça aide pas. Après ils se trompent de date, et ils disent même pas le livre, ils disent un peu n'importe quoi, donc ça n'aide pas à la faire connaître parce qu'il la juge comme une essentialiste. Ils disent elle fait correspondre la femme et la nature, et c'est pas ça que Françoise Daubonne dit. Il y a beaucoup d'articles qui le font, et ça aide pas justement à sa notoriété de lui prêter de fausses intentions, la traiter d'essentialiste, oublier ses combats, oublier sa présence. Après, elle a écrit aussi des romans très plats, avant les années 70, des romans historiques. Moi, j'adore Françoise Daubonne, c'est mon auteur préféré, Les Bergères, c'est mon roman préféré, je suis à toi. Mais les romans historiques qu'elle écrivait sont pas lisibles aujourd'hui, entre guillemets. Elle en écrit une vingtaine, trentaine, j'essaie de tous les lire, mais c'est toujours un peu pénible. Des romans historiques, parce qu'il y a une figure historique, qu'elle romance un peu la vie de ces personnes historiques-là. C'est un genre qui a fait son temps, disons, qui appartient à une certaine époque. Est-ce qu'à son époque, elle avait été bien reçue par les féministes?
En fait, oui. Avant que justement elle se brouille, elle était amie avec, entre autres, Violette Le Dieu. Elle était amie avec Simone de Beauvoir. Elle avait énormément de notoriété. Elle correspondait avec beaucoup de monde. Il y a une tonne de lettres auxquelles j'ai malheureusement pas accès, que je demande à son fils pour les consulter. Mais elle a des correspondances avec tout le monde, avec Kate Millett, avec... je vais nommer les plus connus, mais elle était dans le genre, elle faisait partie du MLF. Elle faisait pas partie de Psychepo. Et Psychepo, c'est Antoinette Fouquet et compagnie. Je ne sais pas si ça vous dit un peu de quoi. C'est elles qui se disent à l'origine du mouvement de libération des femmes, qui ont même enregistré le nom et qui a créé comme une grosse guerre au sein des féministes françaises. Ont vraiment comme créé deux entités séparées, le MLF enregistré et le MLF. Ça, encore aujourd'hui, il y a comme des séquelles de cette scission entre féministes en France, mais elle n'était pas néanmoins liée avec justement ces Antoinette Fouquet et compagnie, mais elle a publié aux éditions des femmes qui appartenaient au MLF enregistré, le satellite de l'amende, le premier tome. Mais elle s'est brouillée, c'est le travail de Karen Goldblum d'expliquer. En fait, elle a aussi beaucoup participé à critiquer l'emprisonnement et la torture de Ulrich Meinhof, qui est considéré comme une terroriste, la RAF, qui est comme un mouvement qui est officiellement appelé terroriste, qui ont mis des bombes un peu partout, détruit des boîtes à lettres et compagnie. Je pense qu'ils n'ont jamais tué personne, mais ils ont comme capturé Ulrich Meinhof, qui était une femme. Après, on n'a jamais vu qu'elle se définissait comme féministe nulle part, mais après, il y a souvent eu l'appellation féministe qui s'est attachée. Et Ulrich Meinhof a été torturée dans les méthodes de privation sensorielle et compagnie. Simone de Beauvoir et Françoise de Bonne et beaucoup d'autres féministes ont correspondu avec elle, ont milité pour sa libération, pour l'arrêt des tortures et compagnie. Elle a fini par mourir en prison, mais ça l'a pas aidé. Après, elle s'est attaquée beaucoup à des sectes, ce qui a mis un énorme poids, la secte notamment de Longuemaille, ce qui lui a mis des procès un après l'autre de sectes parce qu'elle s'est attaquée. Donc ça a comme énormément donné, et sa réputation, et son temps, et ça, évidemment, ils vont essayer d'éclabousser des sectes en disant qu'elle disait n'importe quoi, qu'elle écrivait n'importe quoi. Donc elle les a gagnés, la plupart d'entre eux, mais elle était très connue à l'époque, et justement, c'est étonnant. C'est pour ça que les personnes de 40-50 ans et plus la connaissent encore, mais comme il est dit, à moins s'ils étaient de bon ton de mépriser Françoise de Bonne. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé exactement. Après, il y a plusieurs ont accusé aussi mythomanie, ce qui a comme pas aidé, encore moins. Mais bon, c'est facile de dire qu'une femme est folle, donc après tout le monde a croit des choses comme ça. Donc, il y a probablement beaucoup de choses. Je pense que le fait d'être une femme et le fait d'avoir traversé tous les gens sont les principaux. Après, justement, les autres critiques, autres que moi, disent c'est son association des mouvements avec Ulrich Meinhof, avec comme une critique qu'on lui a fait de mythomanie, des choses comme ça, qui ont causé un peu. Question? Bon, je peux suggérer des biographies. Bon, merci. Oui. Ah ben non, mais c'était juste ça. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ta présentation, c'est l'idée de la science-fiction, parce que je trouve que récemment, en tout cas, si je travaille en cinéma, la science-fiction a été très, très difficile, surtout la science-fiction populaire envers le corps des femmes. Je voulais juste te remercier parce que moi, je la connaissais pas, puis je trouve que c'est plutôt pertinent d'aller penser à travers la science-fiction une espèce, pas d'utopie, mais une espèce d'autres endroits où est-ce que certains idéaux peuvent être testés et tout ça. Donc, je voulais juste souligner ça, que c'était très intéressant. Puis, ça a vraiment piqué ma curiosité de ce côté-là. Voilà, c'est tout. C'est ça. Il faut faire un film avec hébergeur. Oui, c'est ça, exact. Oui, absolument. En plus, il y a 4 tomes, dont 2 qui n'ont jamais été publiés. Là. Il y a du stock. Le 3e tome, brièvement, si vous avez lu La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, c'est exactement ça, 20 ans plus tôt. C'est intéressant parce que quand tu parlais de... Moi, j'ai lu beaucoup de romans de Margaret Atwood, puis je pensais à Handmaid's Tale. C'est ça. Et le tome 3, c'est vraiment ça. C'est au lieu de parler... c'est l'histoire selon Edwin Sudsock, qui devient comme le président, c'est le mâle phallocrate poussé à l'extrême, et qui met en asservissement toutes les femmes. Et le tome 3 raconte ce qui se passe en Australie.
Et c'est vraiment, moi j'étais dans une bibliothèque, je devais prendre des pauses parce que c'est comme vraiment, c'est encore plus horrible que Handmaid's Tale, mais c'est écrit genre 20 ans plus tôt, ça a malheureusement été jamais publié. Et honnêtement, je peux comprendre, bon c'est vraiment dommage, mais je peux comprendre l'éditeur qui comme voit un tel manuscrit, c'est assez difficilement publiable. Parce que c'est vraiment quand même très trash. Je sais pas quel éditeur qui a même mal soumis son manuscrit. Et ça, et le quatrième tome, c'était un recueil de nouvelles. En fait, il y en a 3 qui ont été parus dans différentes revues, mais qui sont un peu avant, après, pendant les Bergers de l'Apocalypse, qui comme un peu boucle un peu le cycle. Il y a une histoire qui se passe après les bergères avec un vampire. Il y a une histoire avant qui parle un petit peu plus de la psychologie des guerriers, des choses comme ça. C'est les 2 tomes que j'espère publier le plus vite possible. Bravo.